La justice élève une nation, la bonne gouvernance la construit. Cependant, la corruption, la concussion, les détournements plombent la prospérité et le développement socio-économique de tout un peuple. Il faut alors le combattre. Tel est l'engagement et la responsabilité des autorités congolaises pour un futur meilleur de la République démocratique du Congo. Nous en parlons bien sûr avec un professeur Jean-Aimé Toumba. Nous vous disons salut et bienvenue à vous qui nous suivez de partout sur la chaîne nationale congolaise. Nous l'appelons. Alors, comme je l'avais dit, ça fait très longtemps que nous vous avons reçu sur ces plateaux de l'émission Parle Économie. Alors, d'abord, je vais demander rapidement de vous présenter à nos fidèles téléspectateurs. Qui êtes-vous, le professeur Jean-Aimé Toumba? Bon, merci beaucoup, Diane. Comme tu l'as dit toi-même, je suis professeur Jean-Aimé Toumba. Et pour la petite présentation, je suis un ancien de l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa et un ancien de l'Université protestante, la première promotion en administration des affaires et sciences économiques, et ce avant de me rendre aux États-Unis, où j'ai eu quand même toute une série de diplômes. Je suis de nature trop ambitieux et je vais beaucoup apprendre. Et, qui est encourageant, hein? C'est clair. Hein? Bon, la vie, c'est apprendre. On apprend tous les jours. Et j'ai pu obtenir successivement une maîtrise en administration des affaires, qu'on a appelé communément MBA, une maîtrise en finance et comptabilité. J'ai eu un diplôme d'études supérieures en analyse financière, concentré sur les questions d'investissement. Et notre diplôme supérieur en comptabilité. Et ça, c'est où? C'est où? Toujours aux États-Unis. Ah, ouais. Et j'ai obtenu un doctorat en administration des affaires, orienté sur les questions de comptabilité et de finances. Et actuellement, je prépare un deuxième doctorat en administration publique, sur les questions de gouvernance des entités publiques et des organisations non gouvernementales. Ça, c'est le curriculum du point de vue académique. Vous n'êtes pas satisfait de votre premier doctorat? Dire être satisfait, c'est trop dire. Je suis satisfait, mais je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre. Ajouter encore d'autres connaissances. Oui, je vais ajouter encore beaucoup d'autres connaissances. Je vais apprendre un peu plus. Parfait. Je pense que je ne connais pas encore trop et je vais étudier pour apprendre un peu plus. Parfait. Du point de vue professionnel, j'ai évolué d'abord dans le secteur privé au sud des États-Unis, dans la ville d'Atlanta, Georgie, où je travaillais pour la compagnie Cisco, qui est la cinquième compagnie alimentaire de l'Amérique du Nord, jusqu'au rang d'un sous-directeur de comptabilité, avant de m'engager dans le secteur du développement international, où je viens de passer maintenant 17 ans. C'est beaucoup d'années. Oui, c'est beaucoup d'années. J'ai commencé la carrière de développement international dans les sièges des organisations non gouvernementales américaines à Washington et à Virginie, où j'ai servi dans le suivi, la formation, le montage de systèmes financiers, de projets financés par le gouvernement américain dans beaucoup de pays d'Afrique, Moyen-Orient et certains pays d'Asie et de l'Europe de l'Est. Et c'est après que j'ai commencé la carrière sur terrain pour gérer les projets directement sur terrain. Je pensais que en étant sur le terrain, j'ai un peu plus d'impact parce que je peux vivre les effets de mon travail et comme j'aime trop former et trop organiser également. Donc je suis sur le terrain pour le moment. J'avais commencé par le Congo. Maintenant, je suis en Afrique du Nord, précisément au Niger, sur un autre projet financé par le gouvernement américain. En plus de ça, vous savez que je donne cours comme visiteur, je suis professeur visiteur, mais au-delà de ça, j'adore écrire. Je suis un écrivain de langue française. J'ai déjà publié à mon actif 3 romans, 2 publiés à Public Books en France, et un autre publié aux éditions L'Harmattan. Voilà l'essentiel de ma présentation. Si vous en voulez plus, nous risquons de prendre beaucoup de temps rien que dans la présentation, c'est que je ne voudrais pas. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé? Parce qu'en vous écoutant, vous avez fait beaucoup d'années d'apprendre. Y a-t-il une motivation quelconque de vous consacrer à apprendre, à chercher à connaître
C'est pas facile, hein, surtout un Congolais. Ma première motivation, j'aime former. J'aime transmettre la connaissance. Et pendant que je transmets la connaissance, je peux me rendre compte qu'il y a un secteur que je ne maîtrise pas trop. Et je suis tenté d'aller apprendre. Parce que je ne voudrais pas que quand je transmette une connaissance qui est incomplète. Je vais transmettre une connaissance qui est complète. Et je dois être en mesure de résoudre ce problème. Quand tu me poses une question, que je n'ai pas des excuses en te disant ce domaine-là n'est pas mon domaine d'intérêt, ce n'est pas mon domaine de recherche. Et ça, c'est ma plus grande motivation, d'être complet dans le transfert ou dans la transmission de connaissances. J'adore former, j'adore enseigner. Ça, c'est ma première passion. Merci beaucoup. Alors, les analystes, je le dis bien, de la vie publique, mais aussi le commun des mortels, pensent ou estiment que les efforts du régime actuel sont inhibés, je le dis bien, par la corruption, la concussion, les détournements. Partagez-vous cette affirmation? Une petite précision que je pourrais apporter, c'est de dire, parler d'inhiber serait très fort pour moi, parce que inhiber veut dire annuler. Et annuler, c'est-à-dire rendre zéro. Et si on accepte que la corruption, la fraude, les détournements annulent totalement, donc inhibent totalement les efforts du gouvernement ou du régime actuel, cela veut dire simplement que le gouvernement ne fait rien. C'est ce que ça veut dire. Ce qui n'est pas vrai, voilà, pour vous. Je ne suis pas d'accord avec ça, ce qui n'est pas vrai. Mais si nous évoluons dans le sens de dire que ce détournement et la corruption, la concussion perturbent les efforts du gouvernement, je dirais oui, je suis d'accord, les efforts sont perturbés. On peut le lire, on peut voir. Il y a beaucoup de projets qui ont bien commencé, qui ont été annoncés et qui piétinent ou qui ont du mal à démarrer, pour lesquels on a dépensé plus que ce qui a été prévu. Et tout ça, c'est à cause des détournements, à cause de corruption, à cause des concussions. Ça, je suis d'accord, que les efforts sont perturbés. Mais je ne suis pas d'accord que les efforts sont inhibés. Ou annulés, voilà. Là, je ne suis pas d'accord. Là, je tomberai dans le piège de ceux qui font de fausses analyses, de penser que le gouvernement ne fait rien. Je suis de ceux qui pensent que c'est vrai, il y a beaucoup à faire, mais il y a quand même certaines choses qu'ils ont pu faire. Je crois qu'une analyse posée, une analyse objective, relèverait que dans ce qu'ils font, il y a du bien et il y a du mal. Mais tout en reconnaissant que ces détournements, corruption et concussion ont perturbé, beaucoup perturbé. Vous l'avez senti vous-même dans la gratuité de l'enseignement, ça piétinait un tout petit peu parce qu'il y avait des problèmes de détournement. Vous l'avez senti vous-même, par exemple, dans les projets de 100 jours, ça piétinait un peu parce qu'il y a eu beaucoup de détournements. Il y a autant de projets que j'ai suivis de temps à autre. On a parlé de l'électrification, mais qui piétine aussi beaucoup. Et la desserte en eau potable a beaucoup piétiné. Bon, j'ai appris qu'il y a de déboursements qui ont été faits pour l'achat de matériaux, mais qui ne se font pas. Bon, mais il y a aussi des projets qui ont coûté plus cher que cela n'était prévu. Mais tout en reconnaissant tout cela, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec certains analystes, c'est quand ils mettent beaucoup de l'emphase sur ces aspects, comme si c'était une innovation du nouveau régime, des régimes actuels. Partagez-vous les efforts que déploie l'Inspection générale des finances, en sigle l'IGF, en dénonçant les différents détournements? Les efforts de l'IGF pouvaient produire autant de fruits qu'on s'y attendait, si cela a été complété par les autres institutions telles que la PLC, l'Agence pour la prévention et la lutte contre la corruption, devrait faire aussi du vrai travail. J'ai vu, on avait lancé au début ce qu'on appelait la CSM ou la coordination pour le changement de mentalité, parce que le problème de corruption, de fraude et concussion repose sur la mentalité congolaise de s'enrichir très facilement. C'est ce qu'on appelle l'enrichissement facile, où on n'a pas besoin de travailler. C'est comme ça que vous voyez multiples partis politiques, beaucoup de partis politiques. Sur chaque avenue, il y a un parti politique, parce qu'on pense qu'en faisant un parti politique, le lendemain, on devient riche, on a de l'argent. On ne croit pas au travail. En vous écoutant, il faudra plus travailler sur l'homme, c'est ce que vous voulez dire, entre autres. Donc, ce que je voulais faire entendre, c'est que, en plus des efforts déployés par l'IGF, ça aurait été mieux s'il y aurait encore beaucoup d'efforts déployés par la CSM et déployés par la PLC pour contrer, pour
détecter la corruption et pour changer la mentalité de la population à accepter les règles de bonne gouvernance. Tant que vous avez de dirigeants, tant que vous avez des officiers du gouvernement qui ne pensent qu'à leur enrichissement personnel, qui ne pensent pas dans le respect de la chose publique, qui ne pensent pas que la caisse de l'État ne lui appartient pas, mais ça appartient à tout le monde, qui ne pensent pas que le véhicule de l'État appartient à l'État, ce n'est pas son véhicule personnel. L'IGF fait son travail, mais il y a encore beaucoup à faire. L'IGF mise beaucoup plus sur la fraude et qui est perceptible, qu'on peut voir, qu'on peut détecter sur papier et qui fait perdre de recettes. Mais il y a là-bas, c'est presque comme on appellerait un iceberg, qui a au fond un grand problème comme celui des corruptions et des concussions qui fait perdre au pays énormément de recettes qui peut-être pourraient dépasser les recettes que l'IGF capte. Ce sont des fuites de capitaux, des fuites de capitaux énormes. Il y a des investisseurs qui ne peuvent pas venir parce que quand il annonce de venir, on lui réclame des commissions très énormes. Vous avez suivi ça récemment, ça passe, c'est pas la première fois. On a dénoncé ça, c'est la coutume. Alors, nous avons appris, n'est-ce pas, vous avez créé un cabinet d'études et d'assistance. Vous pouvez en parler comment, quelle est son importance pour le Grand Congo RDC? Bon, nous sommes en train de parler de solutions aux problèmes du Congo et mon cabinet s'inscrit dans cette ligne d'apporter certaines solutions à certains problèmes. En principe, nous ciblons 4 groupes de clients. Lesquels? Le premier groupe de clients que nous ciblons, c'est les entités publiques, donc le gouvernement. Le deuxième groupe que nous ciblons, ce sont les organisations non gouvernementales, locales et internationales. Le troisième groupe que nous ciblons, ce sont les investisseurs potentiels. Et le quatrième groupe que nous ciblons, ce sont les entités privées. À chaque groupe, nous offrons un nombre de services bien déterminé. Je peux donner juste... Qui sont payables, hein? C'est un cabinet, hein, ça se paye, ça se paye. Voilà. Au gouvernement, par exemple, je peux donner quelques petits services. Allez-y. Il y a une idée qui m'a toujours traversé dans le cadre de l'amélioration de la bonne gouvernance, qui est la conception de indicateurs de performance sectorielle. Tu sais, il est plus facile, le problème au Congo, c'est qui? Tout politicien peut monter, comme c'est qu'on venait de dire tout à l'heure, quand tu as parlé d'inhiber les efforts du gouvernement. Tu verras un politicien qui monte, il te dit, ce gouvernement ne fait rien, ce ministère ne fait rien, tel ministre ne fait rien. Et le lendemain, un autre monte, il dit non, il fait beaucoup de choses. Donc l'analyse est tout à fait subjective. Et pour rendre l'analyse objective, il y a un système d'indicateurs de performance qui sont objectifs et qui sont des mesures réelles. Chaque ministère, chaque agence de l'État, chaque régie peut avoir des indicateurs qui ne sont pas simplement qualitatifs, mais qui peuvent aussi être quantitatifs. Et qui mesurent certaines performances. Dans les qualitatifs, on peut mesurer, par exemple, la qualité de vie de gens, de travailleurs, n'importe quoi. D'un secteur quelconque. Donc, la conception, nous pouvons aider, notre cabinet peut aider, peut prendre un ministère pilote ou une agence pilote du gouvernement à concevoir les indicateurs de performance, comment est-ce qu'on peut les mesurer, comment on peut en assurer le suivi, de telle manière qu'il est plus aisé et plus facile après une certaine période de dire s'il a bien travaillé ou il n'a pas bien travaillé. C'est vraiment très clair comme la couleur, tu peux voir c'est du blanc ou c'est du noir. Donc il n'y a personne qui peut faire la confusion parce que les indicateurs vont expliquer effectivement ce qu'a été le travail. Un deuxième service que nous pouvons offrir au gouvernement, il y a beaucoup de projets qui se conçoivent, mais qui sont soit mal gérés, soit mal conçus, soit mal gérés, soit mal suivis. Et on peut nous confier juste un projet pilote et juste nous donner l'idée d'exactement ce que vous voudriez faire. Nous pouvons vous concevoir le projet et nous pouvons vous aider à faire son implémentation, à faire son contrôle et son suivi. Certains projets n'aboutissent pas parce qu'ils ont été mal pensés ou mal conçus. Mais ils peuvent aussi être bien conçus, mais ils n'ont pas été bien contrôlés ou ils n'ont pas été bien implémentés. Donc il y a 2 phases
Le projet commence par sa conception, son implémentation et sa fin. Mais tout au long de l'implémentation, il y a l'aspect contrôle et suivi du projet. Donc, ça peut être un aspect ou un autre qui a failli. C'est comme ça que le projet n'aboutit pas. Vous savez que beaucoup de projets de gouvernement ont beaucoup de problèmes. Ou simplement, on conçoit un projet qui a été conçu à la hauteur une certaine hauteur du budget, et à la fin de la réalisation, c'est le triple du budget qui a été conçu. Simplement parce que c'est dans l'implémentation qu'il y a eu un problème. L'implémentation, c'est ce qu'on appelle l'exécution du projet. Il y a eu des problèmes dans les dépenses. Peut-être le contrôle de la chaîne de dépenses, qui n'a pas été bien conçu. Qui est la personne qui doit initier cette dépense? Qui la contrôle? Qui doit l'approuver? Et ça, c'est des questions qu'il faut se poser de la conception du projet. Donc, nous pouvons offrir au gouvernement ce service, une sous-traitance à concevoir, à exécuter et à contrôler le projet, où on peut nous donner un des aspects, soit l'aspect conception, soit l'aspect exécution, soit l'aspect contrôle. On peut le faire. Que pensez-vous du programme de développement local de 145 territoires? C'est vrai, il y a un grand économiste, sur quoi que vous êtes. Par où commencer? Je crois qu'on a eu une émission ici, on a parlé des questions de développement avec les théories de développement. Et il y a de spécialistes qui vous parlent des indices de développement pour déterminer qu'on est développé ou on n'est pas développé. Mais je te dirais que tu vas voir qu'avec l'évolution de toutes les théories de développement, tout le monde est arrivé à croire que le meilleur des indices, c'est l'indice de développement humain. Les IDH. Le développement est d'abord culturel. C'est une affaire de personne. Je vous dirais, vous pouvez faire aujourd'hui, je vous donne juste un exemple. Allez-y, allez-y. Vous pouvez dire aujourd'hui, nous voulons lutter contre les déchets à Kinshasa. Nous mettons les bagues, les poubelles, je vais appeler ça garbage can, vous mettez tout au long de la route. Tant que la population n'est pas éduquée, que lorsque vous avez des trucs à main, à les jeter, vous les trouverez le long de la route. Mais les poubelles existent. J'ai vu, quand il y avait un projet de l'Union européenne, il y avait des dumpsters un peu partout où on pouvait jeter des poubelles. Et malgré cela, les routes étaient pleines de poubelles. Les parcelles étaient pleines de poubelles. Hein, mais il y avait deux endroits appropriés pour jeter. Pour quelle raison? Parce que le premier aspect du développement, c'est l'être humain lui-même. C'est lui qui doit accepter ce que vous lui apportez comme développement. C'est lui qui doit définir ce qu'il veut comme développement. Mais tant que vous ne prenez pas en considération d'abord le développement de l'homme lui-même, sa mentalité, sa culture, qu'est-ce qu'il veut, à quoi il aspire, vous développerez les routes. On a fait, comment vous appelez ça, les sauts de mouton, dans l'idée de lutter contre les embouteillages. Mais si vous remarquez maintenant, vous avez beaucoup plus d'embouteillages que quand il y avait des sauts de moutons. Et vous avez mis que sur les sauts de moutons, il n'y a pas de motos qui peuvent monter. Il y a des véhicules d'une certaine classe, mais vous les voyez à tout moment passer. Parce que c'est le développement humain, c'est d'abord l'homme. Donc vous pouvez avoir autant de routes. L'homme n'est pas éduqué, il les utilisera très mal. Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire. Tant que vous n'avez pas pris en compte le développement de l'homme, je dirais, le problème du Congo vient de loin. La destruction culturelle, la destruction mentale de l'homme congolais vient de loin, de beaucoup d'années. Et c'est vrai, pendant que nous luttons, nous créons des infrastructures routières, nous construisons des ponts, nous voulons désenclaver le pays. Je suis amplement d'accord. Mais le plus grand effort qu'il fallait faire, c'est de développer le Congolais. Et là, ça demande des innovations. Mon cabinet offre, dans cet aspect-là, la conception stratégique et opérationnelle de certains projets. Vous me dites aujourd'hui, le gouvernement a créé la CSM, qui est la coordination pour le changement de mentalité, mais qui patauge. Parce que j'ai vu plusieurs fois quand je circule, je vois juste quelques panneaux publicitaires où on a mis « changeons de mentalité ». Ce n'est pas cela qui va changer de mentalité. Ou on fait passer à la télévision, et que la télévision, ou dans un pays où vous avez moins de 8% de gens qui accèdent à l'électricité, combien de gens vont regarder la télévision? Donc il faut être innovatif, concevoir une stratégie
à un niveau stratégique, concevoir de plans qui peuvent permettre d'atteindre le maximum de personnes et de changer la mentalité de gens. Si on change la mentalité des gens, tout en accompagnant cette mentalité avec le changement, la révolution des infrastructures, je crois que vous avancerez. Le gouvernement dit, nous lançons des réformes administratives. Très bien, une très bonne idée. Vous êtes bloqués, donnez-nous ces réformes. Nous allons vous aider à concevoir les vraies réformes administratives qui peuvent permettre au Congo d'avoir une administration publique qui est proche de l'administration privée. L'administration publique a beaucoup évolué. De beaucoup de temps, il y a eu une grande évolution avec le XXIe siècle. Dans des pays développés, tu ne peux pas faire la différence entre l'administration publique et privée. Tu vas aux États-Unis, quelqu'un quitte le secteur privé pour aller chez l'État parce qu'il est bien payé et il est productif. Alors, continuez avec les autres aspects auxquels vous y travaillez dans votre cabinet, parce qu'on s'était vraiment arrêté à l'assistance, aux études du programme. Oui, je parlais de quelques services, pas le tout, ce n'est pas exhaustif, pour que nous offrons aux entités publiques. Nous avons dit que le deuxième, c'était les organisations non gouvernementales, locales et internationales. Mais je mets beaucoup plus l'emphase sur les organisations non gouvernementales locales, qui, pour la plupart, mon expérience dans des pays d'Afrique, piétine trop. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir la plupart des bailleurs de fonds, quand ils lancent des projets, ils donnent aux organisations internationales. Parce que la plupart des locales piétinent beaucoup. Piétinent pourquoi? Le niveau de capacité managériale est très faible. Le niveau de capacité de gestion financière de fonds, quand le bailleur vient, il a besoin de voir que ces fonds sont gérés et que les objectifs du projet sont atteints. Donc il y a deux choses à prendre en compte, la gestion de fonds dans la transparence et la conformité et l'atteinte des objectifs fixés par le bailleur de fonds. Et cela, c'est très difficile avec la plupart des organisations locales. Donc mon cabinet apporte une solution, c'est d'abord d'aider les organisations non gouvernementales locales dans le renforcement de capacités managériales et de gestion financière. Nous pouvons prendre en charge une organisation et l'aider dans la restructuration organique, la redéfinition de tâches à l'intérieur, la mise sur pied de systèmes de contrôle interne, le vrai contrôle interne dans le projet. Et quand il a un projet, par exemple, venant d'un bailleur, nous pouvons l'aider, l'accompagner dans l'implémentation du projet, dans le contrôle du projet, de manière qu'il atteigne les objectifs. Parce que s'il atteint, il a bien géré, il a donné déjà un bon signal, les autres bailleurs peuvent lui faire confiance. Et c'est ça qui manque. Donc, le premier, nous offrons aux organisations locales le renforcement des capacités managériales et de gestion financière. Et un des problèmes que je remarquais dans les institutions, que ce soit locales ou internationales, dans les ressources humaines, il y a un grand problème. Lesquelles? Une chose, c'est d'engager les gens, mais une autre, c'est de les former et que la personne sache exactement ce qu'il doit faire. Il y a aussi un problème lié aux différentes affectations de ces personnels. Je remarquais dans certaines organisations pour lesquelles je travaille, juste un exemple très typique, quelqu'un qui écrit, un spécialiste en ressources humaines, qui écrit le job description des staff. Il dit assister le directeur dans l'élaboration de rapports. Et souvent, je pose la question à ces gens, de quelle manière va-t-il assister le directeur? Il prend sa chaise, il met à côté du directeur, il s'assied, il assiste, pendant que le directeur fait le travail. Il accompagne. C'est genre de job description. Non seulement ça crée de frustration, ça crée une imbrication, mais ça fait que vous vous retrouvez dans une organisation où il y a des gens qui travaillent plus et ceux qui travaillent moins, parce que les jobs ont été mal écrits. Nous offrons une assistance dans le développement de termes de référence, ça c'est dans tous les aspects, on peut le faire pour les entités publiques, on peut le faire pour les organisations non gouvernementales. Comment écrire un job description, c'est ce qu'on appelle les termes de référence. Et ça c'est pour les organisations non gouvernementales. Notre troisième cible, c'est les investisseurs potentiels. Beaucoup disent qu'ils connaissent, mais il y a beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas. Nous pouvons aider l'investisseur à la phase du départ à faire son étude prévisionnelle, l'étude de terrain, la détermination même du risque dans son secteur où il va. Parce que comme vous le savez très bien,
La détermination du risque pays permet à l'investisseur de bien faire une étude, ce qu'on appelle l'étude de rentabilité. Pour déterminer la profitabilité, il doit connaître le niveau de risque qu'il prend. Parce que le niveau de risque affectera également ce qu'on appelle le taux de escompte qu'il faut utiliser. C'est très important, très important. Donc nous pouvons assister un investisseur dans le domaine particulier où il va investir, à faire une étude orientée rien que dans ce domaine-là. Bon, les uns appellent ça l'étude environnementale, mais moi je n'appelle pas ça environnemental. C'est l'étude de risque pays qu'on peut déterminer et évaluer le niveau de risque, attribuer la valeur. À quel pourcentage un investisseur peut accepter le risque d'investir dans un pays? Ce n'est pas une étude simplement qualitative. Dire à la personne, vous savez là, il y a la corruption. Non, ça ne suffit pas. Objective. Mais une étude quantitative, une étude quantitative du risque, de manière que quand il va déterminer son taux d'escompte pour avoir la valeur actuelle nette de ses cash flows futurs, il a besoin d'un taux d'escompte. Et ce taux d'escompte, on peut le déterminer. Le bon taux d'escompte doit prendre en compte également le risque que l'investisseur doit prendre dans ce secteur-là. Et nous pouvons assister l'investisseur à déterminer ce risque. Et en général, à quel pourcentage, n'est-ce pas, le taux de risque peut être, je crois, une orientation où l'investisseur peut accepter d'investir au Congo malgré ces faibles taux de risque? Quel est le pourcentage ou l'intervalle? Vous savez, ça dépend. Ça dépend de l'investisseur et de l'investissement. Un principe du départ que tu dois savoir en matière d'investissement est qu'il est reconnu, même sur le marché financier, que les investissements les plus risqués sont les plus profitables. C'est clair. Donc, la courbe de profitabilité marche de pair avec la courbe de risque. Ça, c'est un point de départ. Donc, déjà avec ça, ça dépend maintenant de la perception de l'investisseur lui-même. Quelle est la perception qu'il a? Est-ce que c'est un risque qui, s'il se produirait, il perdrait totalement son investissement? Est-ce que c'est un risque qui lui prendrait seulement une partie de son cash flow? Est-ce que c'est un risque qui n'est pas trop perceptible? Donc, tout dépend de la perception. C'est pour cela qu'on parle de la perception de risque. Si tu prends beaucoup de manuels, on utilise le terme perception, parce que la perception, elle est individuelle. Ta perception n'est pas la mienne. La perception d'un individu est influencée par sa visibilité, ce qu'on appelle readability, donc sa visibilité est influencée par sa personnalité, influencée par son niveau d'études, influencée par sa culture. Il y a beaucoup d'éléments qui influencent la perception. Beaucoup de facteurs. Donc, on ne peut pas dire c'est à tel niveau de risque qu'on peut accepter ou on peut rejeter, parce qu'il y en a qui acceptent. Là où toi tu peux dire je ne prends pas ce risque, moi je peux dire je prends ces risques, parce que nos perceptions ne sont pas les mêmes. Que dites-vous des questions d'adhésion de la République démocratique du Congo aux États de l'Afrique de l'Est? L'adhésion à une organisation régionale est justifiée. Il y a certaines motivations qui peuvent pousser à adhérer. Et lesquelles? Ça dépend. Chacun a ses motivations. Chaque gouvernement a ses motivations. Parlons de ce cas ici. J'ai lu un article de Jeune Afrique qui donnait des chiffres en 2019 entre les échanges entre le Congo et le bloc de l'EAC. Ils ont exporté au Congo de marchandises d'une valeur de près de 941 millions de dollars. Énorme. Mais les importations qu'ils ont faites du Congo ne représentent à peine que 5% de ce montant. Qui gagne et qui perd. Donc, quand on entre dans une organisation régionale, ce n'est pas seulement pour recevoir, mais c'est pour donner. J'importe, j'exporte. C'est à ce prix-là que je gagne. Mais si j'entre seulement pour importer, ça peut être un couteau à double tranchant. Le grand problème de sécurité que les Congolais, c'est dans l'Est. Entre nous, que vérité soit dite, beaucoup de pays de l'Est, membres de l'EAC, sont impliqués directement ou indirectement dans le conflit à l'Est. Et quand on adhère également à leur organisation régionale, qui exporte beaucoup de marchandises vers le Congo, c'est comme si c'est l'argent du Congolais lui-même qui sert à ces gouvernements d'armer les rebelles qui viennent encore tuer les Congolais.
Allez-y comprendre quelque chose. Je ne suis pas contre l'adhésion, mais je donne mon point de vue. Allez-y. 941 millions de dollars de leur exportation vers le Congo en 2019, mais seulement 5% de ce montant. Et il est estimé qu'avec l'adhésion, que les années qui vont suivre, ça pouvait augmenter de 28%. Qu'est-ce que le Congo gagne au plus? Vous importez, vous payez de l'argent, et c'est cet argent qui sert à financer la guerre à l'Est, pour vous tuer également. Est-ce que l'adhésion nous profite ou ne profite pas aux Congolais? Je comprendrais que le chef de l'État... Qu'est-ce qu'il faut faire, étant donné que nous sommes déjà un pays membre des États de l'Afrique de l'Est? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est qu'un point de vue. C'est pour cela que je dis, et je dirai toujours, que certaines décisions ne devraient pas être prises avant d'être suffisamment étudiées. Certaines décisions sont prises juste pour besoins politiques. Mais il y a ce qu'on appelle une vérification croisée. La vérification croisée, ça veut dire le chef de l'État doit prendre une décision. Bien sûr, son cabinet lui a dit oui, et le gouvernement lui a dit oui, mais il y a des structures extérieures, il y a des entités extérieures qui peuvent l'éclairer, lui dire cette décision-là serait périlleuse. Je ne dis pas qu'on se retire. Donc vous voulez dire qu'il n'était pas le temps pour qu'on s'adhère à cette organisation Vraiment, pendant régionale. ce temps de guerre, je pense que c'est plus de mal que de bien. Parce que si nous disons que c'est du point de vue sécuritaire, que la motivation qui a justifié qu'on adhère, c'est le point de vue sécuritaire, encore ce point-là, j'ai beaucoup de doutes. Parce que beaucoup de ceux qui sont membres de cette organisation ne sont pas animés de bonne foi à l'égard du Congo. Le Congo, c'est comme un pays abandonné pour eux, où ils peuvent entrer et piller comme ils veulent des minéraux, et vous leur donnez également la chance de le faire. Donc, supposons que ce soit l'aspect sécuritaire qui a justifié, j'ai beaucoup de doutes là-dessus. Mais je crois que c'est l'aspect parce que, du point de vue économique, il n'y a pas une grande justification. Nous importons plus que nous exportons vers ces pays. Que conseillez-vous au président de la République démocratique du Congo sur le plan socio-économique pour briguer, je le dis bien, son deuxième mandat? Comment pensez-vous, n'est-ce pas, les conseiller afin de réussir ce mandat? Le mandat est déjà à la fin. Il ne reste qu'une année. Je crois que s'il y a... Rien n'est perdu, hein? On doit parler maintenant, c'est de parler de ce qu'il peut encore faire si vraiment il veut briguer un deuxième mandat. Bon, c'est vrai, il faut reconnaître qu'il a fait quand même certaines choses. Pas peu, en si peu de temps, pour un pays d'une mentalité très compliquée, pour un pays où tout est basé sur l'intérêt individuel, où la politique, c'est là de se servir ou de servir ses propres intérêts, ce qu'il a fait, c'est quand même un peu louable. Encourageant. Mais il faut reconnaître que la population, pour la plupart, n'est pas suffisamment informée sur ce qu'il fait et ce qu'il n'a pas pu faire et pourquoi il n'a pas pu le faire. C'est un déficit communicationnel. Ça, c'est déjà un grand problème. Il faut communiquer le plus. Pour quelqu'un qui veut briguer un deuxième mandat et qui veut le briguer démocratiquement, ça signifie se faire élire par la population, il est temps de se réveiller et de se demander si cette population est suffisamment informée de ce sur ce que tu fais, et de ce que tu n'as pas pu faire, pourquoi tu n'as pas pu faire, et qu'est-ce que tu pourrais faire si jamais on te donnait le nouveau mandat. Ce n'est pas pendant la campagne électorale qui va le dire. Il est temps maintenant. La population devrait le savoir. Et pourquoi la population ne le sait pas? Je pointe tout droit le doigt vers les services de communication. Deux fois, je me demande deux fois, le choix des individus, ne vous en faites pas. Dans une des émissions, je vous ai parlé d'un problème de ressources humaines dans ce pays, et que le choix des ressources humaines est basé sur certains critères, les critères de compétences, les critères d'intégrité, et les critères de loyauté. Il y a des critères pour déterminer les gens. Vous avez les services de communication, où il y a deux gens, mais qui ne communiquent presque pas. Je vois deux fois quelques tueurs au service de communication présidentielle. Mon Dieu, combien de Congolais lisent des tueurs pour lire cette information-là? Et des fois, c'est juste des ordonnances présidentielles qu'on nous lit. Mais ce n'est pas ça qu'on doit connaître. On doit savoir ce que le président fait et ce qu'il n'a pas pu faire. Pourquoi il n'a pas pu le faire? Ce n'est pas seulement les ordonnances présidentielles que le service des communications devrait faire.
c'est d'informer. Vous allez voir que dans beaucoup de pays développés, il y a deux facultés de communication. Là, on parle de ce qu'on appelle la communication politique. La communication politique a beaucoup d'aspects. Il y a par exemple l'aspect marketing politique. Pendant les élections, la communication politique vise à vendre un candidat auprès de la population. Mais tout au long du mandat, l'importance de la communication politique, c'est d'informer l'électorat. Vous avez promis à l'électorat que vous allez faire quelque chose. Pendant que vous gérez, vous devez le rendre compte régulièrement de ce que vous faites. Et ce que vous n'avez pas pu faire, pourquoi vous ne l'avez pas fait. Ce n'est pas le président qui doit le faire. Ce sont ses services de communication. Et pour le faire, il faut de l'innovation. Il faut innover. Il faut innover. La créativité, ça manque trop dans beaucoup de services présidentiels. Il n'y a pas d'innovation. C'est comme si on copie, on recopie seulement les choses que les gens ont dû faire il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Le monde a beaucoup évolué. C'est un. Et de deux, la société congolaise est particulière. Vous avez une société, vous avez un pays très vaste, un pays où il n'y a pas assez de routes, nos régimes qui sont passés ne se sont pas souciés de désenclaver certaines cités. Vive le président actuel qui travaille beaucoup sur le désenclavement. Et il n'y a pas assez d'électricité, on ne regarde pas la télévision. Innover le moyen de communiquer avec la population. Donc, premièrement, il faut que ce qu'il est en train de faire soit connu. De tous. De tous. Et deuxièmement, le Congolais se soucie beaucoup du social. C'est vrai, je vois qu'il y a des efforts, il a augmenté certains salaires. Mais si on augmente les salaires d'un côté et de l'autre côté, le coût de vie augmente, il n'y a rien qu'on a fait. Les augmentations, c'est compensé par l'augmentation du coût de vie. Et on n'a pas résolu le problème. Donc, il faut continuer les efforts dans l'amélioration du vécu quotidien. C'est vrai, il faut améliorer, mais il faut faire un peu plus que ça pour stabiliser la vie économique. Beaucoup de Congolais n'ont pas accès à l'électricité. Beaucoup n'ont pas accès à l'eau potable. Et pourtant, nous sommes un pays, nous avons accès aux fleuves, nous avons accès à l'océan. Mais il y a deux pays où il n'y a même pas de fleuve et d'océan. Je te dis que je suis au Niger. Mais si on coupe l'eau, c'est pour quelques heures. Je n'ai jamais vécu un jour, on a fait 2 jours sans l'eau. Mais à Kinshasa, vous avez des quartiers qui vous font 1 semaine, il n'y a pas d'eau. Le fleuve est à côté. Vous avez le fleuve, vous avez l'océan. Vous avez accès à l'eau. Sans compter les rivières. Hein, mais juste drainer cette eau dans les maisons de gens, c'est tout un problème au Congo. Et ça, c'est du social. Donc, bref, en plus des efforts de communication pour que l'électorat connaisse ce qu'il a pu faire pendant ce mandat, il faut continuer à travailler sur l'amélioration du vécu quotidien. Et également continuer dans le sens de l'amélioration de la bonne gouvernance. Vous avez compris là, c'est vrai, travailler sur la communication des actions du chef de l'État, faire connaître ce qu'il fait, ses réalisations à tout le Congolais doit être un objectif criant pour le service de communication de la présidence, sans oublier l'amélioration du social ou du vécu quotidien de la population congolaise doit être le second objectif du chef de l'État pour rassurer le peuple congolais. Et cependant, nous devons combattre quoi? La corruption, la coquettion, les détournements et coups de chapeau au président de la République au travers l'IGF, sans oublier son chef qui est Aly Ngouille. Nous vous disons merci car nous savons que vous étiez très nombreux à suivre ces numéros. C'est la chaîne nationale congolaise. Vous voulez contacter les profs Emetumba, vous venez à la RTNC, vous nous contactez. Sinon le prof, vous n'avez pas donné votre Gmail, hein? Mon email à moi, personnel, c'est jean-aimé01@yahoo.com. Jean-Aimé 01. Voilà, Jean-Aimé 01 yahoo.com. Voilà, Jean-Aimé 01 yahoo.fr. L'email de mon cabinet, c'est teikitouas en un mot, teikitouas en un mot, @gmail.com. C'était une joie parfaite d'être avec vous. Nous vous disons au revoir et à un nouveau numéro.